Les problèmes techniques étant réglés, nous allons commencer. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité. Le cours, comme vous le savez, est terminé depuis plusieurs semaines, mais le séminaire se prolonge encore. On a une séance qui a sauté parce que nos deux sociolinguistes qui devaient venir d'Israël ont préféré reporter leur venue en France. Elles termineront la série. Et donc aujourd'hui, nous allons parler dans une perspective historique d'abord, socio-linguistique ou de linguistique pragmatique, je dirais, de l'autre, évoquer donc les débats parlementaires, mais dans deux optiques assez différentes. Donc, dans l'ordre, nous écouterons Thomas Bouchet, que j'ai réussi à convaincre de venir, parce que dans un premier temps, il disait « mais moi je ne suis pas spécialiste de l'immigration, en quoi suis-je concerné ?» Mais je l'avais lu et nous avons pu engager un dialogue qui l'a convaincu de venir, et j'en suis très heureux. Donc Thomas Bouchet a fait l'École normale supérieure de Paris, il est agrégé d'histoire, il a bourlingué ensuite, il a été lecteur de français au Canada. Il a été chargé de cours en histoire britannique à l'université d'Amiens. Il a fait des cours. Il a passé un doctorat d'histoire contemporaine à l'université de Dijon. Et puis le voici donc professeur associé en histoire de la pensée politique à l'université de Lausanne. Parmi ses nombreux thèmes de recherche, il y a les socialistes dits utopiques au XIXe siècle, il y a les libertaires. Vous êtes intéressé particulièrement à un homme que je ne connaissais pas du tout, l'inventeur du mot libertaire, Joseph Déjacque, sur lequel vous avez déjà publié. Et parmi vos ouvrages, alors il y a un roman de colère et d'ennui où vous suivez le destin de 4 femmes dans l'année 1832. C'est tout à fait étonnant, 4 femmes assez typiques de certains profils, et là vous essayez de dépasser un peu les limites de la science historique en recourant à une fiction, mais une fiction appuyée sur une solide documentation, comme tout ce que vous faites. Et puis vous avez publié il y a 1 an tout juste un petit livre Utopie dans la petite collection Anamosa, de l'éditeur Anamosa. Vous savez, ces petits livres à couverture noire qui ont consacré des numéros à l'intersectionnalité, aux horreurs, à la race, un certain nombre de concepts qui sont en discussion aujourd'hui, en vive discussion, en âpre discussion. Et vous avez essayé de montrer à quel point l'utopie, qui est à la fois un concept attractif et répulsif, est chargé de toutes sortes de choses. Je vous invite à lire ce petit livre d'une centaine de pages, Utopie, donc chez Anamosa. Voilà. Mais parmi vos livres, il y en a un qui est un peu particulier, Nom d'oiseau, l'insulte en politique, de la Restauration à nos jours. Et là, vous suivez dans l'ordre chronologique une série de débats parlementaires, d'insultes ou d'injures, qui aujourd'hui parfois nous paraissent étonnants, parce que pourquoi rural serait-il une injure? Mais ça l'a été très violemment à un certain moment. Vous allez d'ailleurs nous en parler, je pense. Et donc, et ce qui est intéressant dans ce que vous montrez, c'est à quel point, finalement, aujourd'hui, comme Jean-Marie Le Pen l'avait d'ailleurs prophétisé, ça n'est plus l'arène parlementaire qui avive les passions, c'est l'arène médiatique. Il y a eu un déplacement. Donc vous étudiez encore l'époque où c'est au sein de l'Assemblée nationale que les polémiques les plus vives se déroulaient. Naomi Truand, encore une personnalité étonnante, je dois dire. Vous êtes vous aussi normalienne, École normale de Lyon, vous êtes agrégé d'allemand, vous avez donc suivi tout un cursus d'études allemandes entre Lyon et l'université Humboldt. Vous êtes passé ensuite vous avez fait des visites de longue durée aux États-Unis, donc vous êtes totalement trilingue, et votre thèse porte d'ailleurs sur les 3 langues, français, allemand, anglais, leurs usages, notamment au Parlement. Alors, on ne va pas l'afficher tout de suite, celui-là, parce qu'on fait le deuxième exposé avant. Donc, oui, voilà.
Je ne sais pas si ça... Voilà, ça va l'éteindre. Et non, ça ne l'éteint pas. Je crois qu'il faut... Voilà, donc un parcours riche, un parcours intéressant, et votre thèse porte sur un sujet alors, dont vous n'avez pas parlé aujourd'hui, même s'il y a quand même quelques connexions. Hein. Vous êtes intéressé à l'usage de la troisième personne, parce que vous êtes linguiste, vous êtes spécialiste de linguistique pragmatique, et les pronoms, les personnes, c'est absolument fondamental, évidemment, dans le discours. Vous êtes intéressé à l'usage de la troisième personne dans les débats parlementaires, parce qu'il y a beaucoup de travaux sur l'usage de la première et de la deuxième personne, que ce soit au singulier ou au pluriel, mais la troisième personne a été beaucoup moins étudiée. Donc vous avez essayé de combler cette lacune, car il y a des façons de parler d'autrui à la troisième personne qu'il ne faut pas confondre avec la politesse. Souvent, les formules de politesse consistent soit à pluraliser la personne pour l'agrandir, soit à parler d'elle de façon indirecte pour atténuer l'affrontement indirect. Donc vous avez interrogé les usages de la troisième personne dans les trois langues et donc dans les trois parlements, l'Assemblée nationale, la Chambre des communes et le Bundestag. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même un parcours étonnant et intéressant, et donc je vous invite à regarder les sites, les publications de ces deux personnalités. Mais aujourd'hui, vous allez nous parler donc d'un autre aspect des discours parlementaires, et je laisserai au lecteur le soin de découvrir ça. Alors, vous allez le voir, vous utilisez l'écriture inclusive et fortement inclusive. Et donc, moi, je n'avais jamais vu pour l'instant un exemple concret de l'usage du fameux pronom il, il ou elle, confondu, qui a scandalisé Jean-Michel Blanquer et d'autres. Donc, vous allez là en voir un exemple. Et bien, c'est une expérience. Vous verrez comment cela vous choque ou pas, si vous en tirez la conclusion que ça sape les principes de la République, ou au contraire, c'est quelque chose qui ne mérite pas qu'on s'y arrête plus longuement. L'essentiel étant l'intention. Vous êtes linguiste, vous êtes extrêmement attentive à la question de l'équilibre des genres. Et du coup, c'est en tant que linguiste qu'évidemment vous pratiquez cette convention sans exiger qu'elle soit étendue à toute la société. Ce n'est pas votre objet. Voilà, nous voilà donc avertis, et je vais maintenant avoir le plaisir de donner la parole à Thomas Boucher. Voilà, bonjour à vous toutes et tous. Quelques très rapides préparatifs. Et pendant que je dispose mes feuilles, je remercie François Héran de son invitation. Je remercie Laure Audasso du suivi et de l'organisation en général. C'est irréprochable. Et je suis ravi d'entendre pour la première fois de ma vie Naomi Truhan sur des questions qui, j'en suis sûr, vont beaucoup m'intéresser. Alors, vous l'avez peut-être déjà deviné, je n'ai pas de diapo. Nous sommes de moins en moins nombreux dans ce cas. J'espère que ça ne vous compliquera pas trop la vie. J'essaierai de parler de manière intelligible et puis de me mouvoir un peu pour que l'attention ne retombe pas. Et je commence sans attendre. Je dispose de 40-45 minutes. Je vais faire attention. Je n'ai pas non plus de téléphone portable, donc je ne peux pas. C'est le phénomène de l'insulte qui va retenir notre attention sous l'angle que voici. D'abord, nous fixerons la réflexion sur le champ de l'histoire politique, et plus spécifiquement de l'histoire parlementaire. Je ne veux pas dire par là que l'insulte est toujours ou n'est que politique. Je ne veux pas dire par là non plus que l'insulte politique ou l'insulte en politique mérite davantage notre curiosité que d'autres types ou d'autres lieux de l'insulte. Mais il me semble que le champ politique en général et
le monde parlementaire en particulier, sont des espaces qui permettent de lever un coin du voile sur ce phénomène, vous allez le voir, à mon sens très difficile à définir. Alors, dans un premier temps, on pourrait considérer que l'insulte politique ou l'insulte en politique a plutôt mauvaise presse, soit considérée futile, gratuite, soit considérée violente, très violente, ultra-violente. Je vais essayer de me situer un petit peu entre les deux, tout en gardant en tête qu'il y a une esthétique de l'insulte, un plaisir de forger des mots insultants ou de placer sa cible sous le feu de l'insulte, tout en n'oubliant jamais non plus qu'effectivement, il y a une violence de l'insulte qui conduit parfois à des extrémités tout à fait radicales. En indiquant que l'insulte en politique m'intéresse, en particulier dans le cadre parlementaire, vous l'imaginez bien, je n'exclus pas pour autant le monde des journaux et des livres, en particulier des pamphlets, ou bien les plateaux de télévision, ou bien les réseaux sociaux, ou bien encore la rue, la manifestation aujourd'hui, quand c'est possible, l'insurrection au XIXe siècle, qui a été un de mes sujets de prédilection, mais là vraiment il y a très très longtemps. Mais je vais essayer d'organiser les choses en fonction, en particulier de l'hémicycle français, mais en signalant aussi souvent que possible que l'insulte ne cesse de circuler. Deuxième élément de localisation de ce que je vous propose, nous nous placerons, si vous le voulez bien, sur le temps long, c'est-à-dire du tout début du XIXe siècle, ou presque, jusqu'à nos jours, ou presque. Tout début du XIXe siècle, ou presque, c'est la Restauration pour moi. Jusqu'à nos jours, ou presque, c'est la Ve République. Non pas la Ve République d'aujourd'hui, d'hier ou d'avant-hier. Je ne me sens pas capable de travailler sur le trait contemporain avec les outils qui sont les miens. Je vous dois cette remarque. J'ai vu sur le programme que beaucoup des personnes que vous avez conviées connaissent bien le contemporain, essaient de décrypter le contemporain. J'y suis très sensible et attentif, mais j'ai du mal à construire. C'est peut-être aussi lié au fait que je suis historien, à construire un discours très articulé sur ce qui s'est passé il y a 1 semaine ou 3 semaines, parce que des insultes, il suffit de tendre l'oreille pour en entendre, ou de déguiser son regard pour en lire. Bien, donc un temps long, malgré tout, qui va nous permettre, je l'espère en tout cas, de percevoir des évolutions, ou au minimum des inflexions dans l'histoire de l'insulte, politique en général, parlementaire en particulier. Vous l'avez compris aussi, c'est de France qu'il s'agit, mais cette approche est réductrice. Il m'a semblé utile de cibler, et puis je connais mieux la France que bien d'autres espaces, mais là aussi, il me semble utile de penser en termes de circulation. Il y a pas mal de temps, nous étions nombreuses et nombreux à travailler sur un projet de recherche qui a débouché sur une recherche et sur des publications à propos de l'insulte en France, mais aussi ailleurs en Europe et encore en Amérique latine, du début du XIXe siècle à nos jours. Et mes réflexions sur la France ont été profondément irriguées par ce qui a été mis en place par les collègues spécialistes d'histoire britannique, ou d'histoire espagnole, ou bien d'histoire chilienne. Bien. 2 remarques encore, mais elles sont très courtes. Il ne faut pas attendre trop de ce que je vous propose. Voilà, il s'agit simplement pour moi d'essayer de mettre en lumière certaines caractéristiques de l'affrontement politique. Et puis, ultime remarque, pour moi c'est vieux l'insulte, enfin ça fait longtemps. Je suis ravi de retravailler sur la question, mais voilà, de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Donc alors que j'étais très ultra dynamique au début des années 2010, là j'ai relu des textes dont je me suis rendu compte que pour certains d'entre eux, ils ont vieilli. Et j'ai vieilli en même temps qu'eux d'ailleurs. Bien.
Voilà, les précautions sont prises, et elles sont essentielles, hein, c'est pas pour rigoler que je vous dis ça, c'est parce que ça fait vraiment partie de la démarche sur laquelle j'ai décidé de me fixer. 3 moments dans ce qui va suivre. Je vous présenterai d'abord l'insulte à la croisée des savoirs. Effectivement, ce qui mobilise mon attention et ce qui nourrit mes passions intellectuelles, c'est beaucoup l'histoire, mais pas seulement. Je suis allé regarder dans d'autres directions. Et sur la question de l'insulte, je vous le montrerai, on ne peut pas travailler uniquement en historienne ou en historien. Ça, ce sera le premier temps. Dans un deuxième temps, je me positionnerai avec vous dans certains postes d'observation pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qui se passe, quel est le dispositif et comment tout cela joue ou ne joue pas. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, à l'aide des indices que j'aurai essayé de recueillir devant vous, j'essaierai de reconstituer certaines des pulsations de cette histoire longue de l'insulte en politique et plus spécifiquement parlementaire qui nous intéresse pendant les 35 minutes qui restent. Voilà, l'insulte à la croisée des savoirs, oui, parce que ça a été le cas très très vite dans le processus de recherche auquel j'ai été associé et que j'ai contribué à animer. Nous avons pensé dans une logique sciences humaines et sociales. Une logique histoire, bien entendu, mais aussi une logique sciences politiques, une logique sociologie. Nous avons pris en compte de manière très déterminée, malgré les barrières disciplinaires que quelques-uns, quelques-unes connaissent ou subissent, eh bien, ce qui se passe du côté des sciences du langage. Et ça nous a véritablement permis d'approfondir ce qui n'était pas suffisamment arrimé dans la langue jusque-là. Et puis, nous sommes allés butiner. Les études littéraires nous ont été bien utiles. Le droit nous a été bien utile aussi, mais le droit, ça rime plutôt sur l'injure et sur la diffamation, également aussi sur l'offense que sur l'insulte en tant que telle. L'insulte, c'est un peu plus labile. Vous verrez qu'on aura du mal à mettre la main dessus, en fait. Quelques mots sur les sciences du langage. Sous forme d'hommage, en fait, ce sont un certain nombre de collègues françaises, Dominique Lagorgette, Lagorgete, ou belge, Laurence Rosier, R-O-S-I-E-R, ou canadienne, Diane Vincent, comme ça se prononce, qui ont ces derniers temps travaillé de la manière la plus convaincante qui soit, me semble-t-il, la question de l'insulte. Dans un champ du politique où, en tout cas du côté des chercheurs, les hommes sont majoritaires. Et là, on peut s'appuyer vraiment sur les réflexions de Rosier, de Lagorgette, de Vincent, d'Evelyne Larguèche, etc., pour essayer de cerner ce qui est pourtant difficilement cernable. Laurence Rosier, dans un petit livre que je vous conseille, qui est épatant, qui s'appelle « Petit traité de l'insulte ». Il ne s'agit pas d'apprendre à insulter, mais d'apprendre à comprendre comment tout ça fonctionne. Fait preuve d'une vraie modestie intellectuelle en indiquant, je la cite, qu'il est difficile, ce mot d'insulte est difficilement cernable du strict point de vue de sa forme linguistique. C'est-à-dire que dans le petit traité de l'insulte, on n'a certainement pas des listes d'insultes ou quelque chose qui s'apparenterait à un petit dictionnaire de l'insulte. C'est selon elle pas du tout comme ça que ça fonctionne, et je suis très convaincu par ces analyses. Oui, on peut faire l'hypothèse que l'insulte n'est pas essentiellement une question de mots. Et je voudrais insister quelques instants là-dessus. Pas essentiellement une question de mots, ou pas uniquement une question de mots, même si les mots, bien entendu, méritent d'être étudiés aussi comme tels. Il existe, vous en êtes les témoins, aussi des insultes en images. Il existe des insultes liées à des gestuels ou des mimiques. Puis le silence lui-même peut être insultant, dans certains cas bien particuliers. Bien. Le mot peut être un ingrédient, donc, mais c'est trompeur parce qu'en un sens, on en arrive, à force de brasser des insultes dans l'histoire longue de la France du XIXe et du XXe siècle,
à la conclusion que tout mot ou presque peut faire insulte. Dans son petit traité, Laurence Rosier explique que le mot hamster, par exemple, il suffit de l'accompagner de manière percutante, de l'intégrer dans une logique d'agression verbale, et il peut faire l'affaire. Dans les grands conflits, en particulier oratoires, où l'insulte avait une place importante, j'y reviendrai, c'est pour ça que j'en parle dès maintenant, 1945, 46, 47, où le Parti communiste attaque de toutes ses forces, par exemple, le ministre de l'Intérieur, Jules Mock. On voit fuser des insultes comme robot ou marsouin. C'est dur de se faire traiter de marsouin. Lorsque le marsouin est environné de 250 autres insultes. Et donc là, elles volent en escadrille, les insultes. On n'est plus dans le mot, dans toute son autonomie. Bien. Evelyne Larguesch montre que à peu près n'importe quel mot peut être accompagné de « espèce de ». Le « espèce de » leste le mot d'une signification ou d'une connotation tout à fait spécifique. Ce que je voudrais ajouter sur cette question-là, si je retrouve ma page 2, qui est là, c'est qu'une fois encore, un dictionnaire des insultes, c'est très séduisant. Parce que l'insulte, c'est séduisant par certains côtés. Mais c'est très appauvrissant. Très appauvrissant. Très appauvrissant, pourquoi ? Parce que le dispositif est beaucoup plus large. Il y a effectivement ce qui fait insulte ou ce qui peut faire insulte, et puis il y a la personne ou les personnes qui insultent, il y a la personne ou les personnes qui est ou qui sont cibles de l'insulte, et puis très souvent, parce qu'il y a une dimension publique à prendre en compte pour l'insultant politique, il y a un ensemble de tiers à ne surtout pas négliger. Les tiers peuvent être, et c'est assez classique et habituel, les journalistes, avec la caisse de résonance de la presse, les policiers, les juges, les amis, les soutiens politiques, d'autres encore. Donc, l'insulte, les mots, mais tout est relatif, l'auteur, les auteurs, les cibles, des tiers, et puis tout un environnement. Et c'est là qu'entre en jeu l'histoire. Et cet environnement-là, moi, j'essaie de le regarder de près dans une logique dynamique. C'est pour ça que, dans le titre, il était question de circulation de l'insulte. Dernier point sur ce plan, sauf erreur de ma part. Oui. Une linguiste qui s'appelle Sophie Fischer explique, j'en reviens à la question des mots, que la profération insultante, selon elle, a des caractéristiques de physique de la parole, relativement strictes. Pas d'énoncés longs ou de discours organisés, mais des séquences quasi onomatopéiques. Il peut être important dans certains cas que l'insulte claque, comme un fouet qu'on lâche, bien entendu. Sorte de souffle d'un corps qui se rebelle en agressant ou en répondant à une agression verbale. Mais je pense que même ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Je vous en donne un exemple, parce qu'on va entrer dans la chair de l'insulte, bien entendu, progressivement. Nous sommes en 1823. Restauration. La grande affaire sur le plan des relations internationales, c'est l'affaire espagnole. Et un député, c'est à la Chambre des députés que cela se passe, et non pas à la Chambre des pairs, qui s'appelle Manuel, dans un discours déjà très chahuté, parce que les lignes de clivage politique sont fortes, entre les libéraux et les ultras, pour aller vite. Manuel dit ceci, et je le cite, « Lorsque la France révolutionnaire a senti qu'elle avait besoin de se défendre par une forme nouvelle, par une énergie toute nouvelle, Manuel ne finit pas sa phrase. Le tumulte, le chahut sont tels que son discours s'arrête net. Et après d'autres séances tout aussi agitées que celle-là, Manuel est finalement expulsé de la Chambre des députés. Donc on n'est pas dans
l'atmosphère ou l'environnement que propose Sophie Fischer ici. Si on entend ça aujourd'hui, c'est un peu ce que disait François Héran il y a quelques instants. Le Ruraud de 1871, c'est pas... voilà, on n'a pas l'impression que ça puisse être le point de départ de querelles extrêmement vives. Pourtant, c'est le cas. Et là, je vous le redis, lorsque la France révolutionnaire a senti qu'elle avait besoin de se défendre par une forme nouvelle, par une énergie toute nouvelle, eh bien, c'est derrière les mots que se situe l'attaque, car c'est une attaque vis-à-vis des ultras. Il y a derrière ça une légitimation du mouvement révolutionnaire. Et il y a, aux oreilles des ultras, la justification du régicide. Mais ça, il faut le décoder. Ça ne va pas de soi, du tout. Entendu? Donc voilà, cette insulte comme fait de langue, il faut s'en méfier parce que elle n'obéit pas aux entreprises de définition classique. Donc ce que je vous propose de faire dans un deuxième temps, c'est de l'observer en action, ce dispositif d'insulte, à la fois au Parlement et à l'extérieur. Alors, non pas dans les axes principaux, ceux qui sont le plus souvent repérables dans l'histoire longue du parlementarisme français, c'est-à-dire insulter chez son adversaire sa lâcheté, sa capacité de mensonge ou sa propension à la trahison. Le lâche, menteur, traître occupe dans le temps long une bonne partie de l'histoire de la violence parlementaire française. Non, c'est dans une autre direction qui, elle aussi, est séduisante, mais qui recèle une violence extrême que j'ai envie de m'engager avec vous. Celle qui consiste à rabaisser son adversaire en l'animalisant, le réduire en l'assimilant à une bête, et donc en le déshumanisant. On pourrait faire la même chose sur des procédures moins classiques, mais tout aussi passionnantes, qui sont celles, par exemple, de la végétalisation de l'adversaire. Louis-Philippe, par exemple, pendant des années et des années, doit se battre contre ceux de ses adversaires qui le qualifient de poire. Et derrière le poire, si ça vous intéresse, il y a énormément de choses à réfléchir ensemble, mais j'essaie de ne pas trop m'éloigner de mon axe. Du côté de l'animalisation, vous imaginez bien, traiter son adversaire de cochon, en général, ça peut faire mouche. Il y a un très beau livre de Bertrand Tillier, que vous connaissez peut-être, qui est en particulier, mais pas seulement historien de l'art, et ce livre s'intitule « Cochon de Zola », avec un flot d'insultes, mais terribles, souvent d'ailleurs à caractère scatologique tout à fait marqué, en relation, mais pas seulement, avec l'affaire Dreyfus. Et puis dans un livre assez récent d'Olivier Beau, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, B-E-A-U-D, un livre qui s'intitule « La République injuriée », histoire des offenses au chef de l'État de la Troisième à la Cinquième République. C'est un bon livre, vraiment tout à fait passionnant. Eh bien, il y a le recueil d'un certain nombre d'offenses au maréchal Pétain. Alors, on n'est pas dans le cadre parlementaire, vous l'imaginez bien, et pour cause, mais on est dans des espaces qui sont des espaces plus distraits. Non pas distraits, mais discrets. Deux exemples. Pétain, vous m'excuserez au passage, mais ce n'est pas moi qui le dis. Il sort du trou du cul d'une truie. Voilà, c'est un cultivateur qui aurait dit ça dans un cabaret. Ou bien, et là c'est une sage-femme qui en parle, mais ça arrive aux oreilles de la police, on a mis sa photographie dans la loge au port. Bon, donc on pourrait travailler sur la question du cochon, mais je vais travailler plutôt sur la question du chien, sans m'y attarder trop longtemps quand même. Bon. Une question du chien, une insulte donc selon un axe qui est un axe qui n'est pas propre au XIXe et au XXe siècle français. Il suffit de rouvrir l'Iliade, qui vient d'être retraduite. Enfin, il y en a qui savent ça mieux que moi. J'ai entendu des choses là-dessus. Avec Achille, qui, lorsqu'il s'en prend à Agamemnon, pardon au micro, le traite de sac à vin, œil de chien, cœur de cerf. Sac à vin, œil de chien, cœur de cerf. Ça, c'est à l'entrée de l'Iliade. Ou chez Shakespeare, il y a énormément d'insultes qui passent par le biais du chien. Whoreson dog. Encore une fois, toutes mes excuses. Chien, fils de pute. C'est dans King Lear, c'est dans Troilus and Cressida, c'est un peu partout chez Shakespeare.
Et puis, nos collègues espagnols ou spécialistes d'Espagne, pendant le travail qu'on faisait ensemble, nous expliquaient que dans ces années 1820, je vous en ai déjà parlé à propos de Manuel, une grande insulte contre Ferdinand VII, c'était « tragalla perro », avale-la chien. Donc voilà, il y a une histoire longue de l'insulte par le biais du chien. Et une histoire qui se déroule jusqu'à très récemment. Je ne vous rappelle pas, parce que vous vous en souvenez peut-être, ou vous en avez entendu parler, de la manière dont Jacques Chirac s'en prend à Laurent Fabius en 85 en le traitant de... Il y en a qui s'en souviennent ? De roquet, hein, c'est resté quand même. C'est resté. Soyez gentils de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet, n'est-ce pas, Laurent Fabius ? Écoutez, vous vous adressez au Premier ministre de la France. C'était un moment fort. Ce n'est pas un moment parlementaire, ça. C'est un moment de plateau. Et puis en 2006, Laurent Fabius, qui se souvenait de la leçon et qui a expliqué à qui voulait bien l'entendre que Nicolas Sarkozy était quelqu'un qui se fixait comme programme d'être le futur caniche du président des États-Unis. D'accord ? Donc il y a vraiment, voilà, il y a une récurrence jusqu'au toutou du président. Il s'agissait d'Emmanuel Macron vu par Plantu. Okay. Mais plutôt qu'un jeu d'occurrences qui, somme toute, ne mène pas très très loin, je vais prendre une expression comme point de repère, une expression qui est sortie de notre compréhension partagée, me semble-t-il. On ne sait pas trop à quoi ça renvoie. Quelle expression de chien couchant ? Je ne sais pas si vous avez déjà été traité de chien couchant. Ça méritait le duel. Et ce chien couchant, il apparaît par exemple en 1947. J'en ai déjà parlé un petit peu, donc on essaie de reconstituer progressivement un certain nombre... Ah non, il ne faut pas. Un certain nombre de situations d'insultes dans les attaques convergentes des communistes contre Jules Mock. Et moi, je le trouve à un moment où l'un des députés communistes s'exclame « Chien couchant, salaud !» Mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi Munichois, SS, révolutionnaire et socialiste en peau d'Hitler, infâme canaille, valet de l'Amérique, etc. Le chien couchant, c'est, selon l'étymologie, un chien de chasse. Et un chien de chasse qui adopte une posture particulière. Il se couche sur le ventre lorsqu'il tombe en arrêt devant le gibier. Et donc, le sens figuré, c'est celui qui fait preuve de bassesse ou de flatterie devant quelqu'un pour plaire ou pour séduire. Voilà effectivement de quoi il s'agit. Aplaventriste, c'est un peu pareil, ça. C'est rare de se traiter d'aplaventriste, quand même. Faillot, lécheur, obséquieux. Or, il y en a des... Enfin, voilà, vous en avez quelques-uns, ça suffit bien comme ça. Il y a en 1907 une chanson qui s'intitule « Les chiens couchants » de Frédéric Mouret. Prosternez-vous devant le maître, devant Crésus, devant le prêtre. Prosternez-vous, les chiens couchants. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Et je reprendrai ça tout à l'heure avec une référence que vous connaissez mieux, qui est celle de Napoléon de Petit. Il y a une circulation chronologique de l'insulte, avec une réactualisation fréquente lorsque l'insulte, dans un premier temps, fait mouche. Et là, lorsque je relais des situations d'insultes, mais les insultes qui vont avec, je me trouve face à un problème que Diane Vincent, par exemple, a très bien mis en évidence. En les formulant à nouveau, je les fais circuler. Et en faisant circuler des propos qui peuvent être orduriers, extraordinairement dégradants, je suis dans une situation moi-même très très complexe. Ne pas les faire circuler, ça veut dire ne pas les prendre en charge. Les reprendre en charge, ça veut dire être une des pièces d'un dispositif de réitération possible de l'insulte. Et dans ce que Diane Vincent a étudié, qui s'appelle la trash radio, au Québec, il y avait vraiment ce problème moral qui se posait. Est-ce qu'il fallait rester complètement silencieux, ou est-ce qu'il fallait, par exemple, que la justice s'en charge ? Mais dans ce cas-là, c'était donner une publicité à l'insulte. C'est pour ça que les cibles sont en général bien embêtées lorsqu'elles sont visées par une insulte. Ou faire semblant de ne pas entendre, ça arrive.
Ou dire que l'insulte glisse et traiter l'insulte par le mépris, mais si l'insulte est réitérée 2, 3, 5, 10 fois, ce que Déroulède fait avec Clémenceau, par exemple, à la fin du XIXe siècle, ben ça finit par user complètement. Ou bien ce qu'on appelle relever l'insulte. Et relever l'insulte, ça veut dire entrer dans un cycle dont personne ne connaît la fin, en particulier dans ces années-là, fin du XIXe siècle. Fin du XIXe siècle, ça pouvait se finir, comme vous le savez, sur le pré. Sur le pré. Dernier moment, pour en finir, à partir de ces éléments de localisation, de ce qu'on peut entendre par insulte, une réflexion un petit peu plus synthétique sur ce qui a pu se jouer pendant les 2 siècles qui nous séparent du début de la Restauration. Vous le savez, une première restauration en 1814, une seconde restauration en 1815, et la Restauration s'achève en juillet 1830 avec le départ de Charles X et l'arrivée sur le trône de Louis-Philippe Ier. Bien. J'avais nourri l'illusion lorsque je cherchais à synthétiser d'individualiser dans l'histoire parlementaire de la France quelques moments. D'abord, un moment censitaire. Restauration, monarchie de Juillet, avec une insulte, somme toute, assez polissée dans la formulation, parfois violente dans le contenu, parfois très très marquée sur le plan des conséquences, mais plutôt polissée. Puis un moment Deuxième République qui m'intéresse pour des tas de raisons, dont celui-là, où à ce calme relatif succède une tempête. Une tempête à certains moments incontrôlable. Il vaut la peine de se replonger dans les colonnes du Moniteur universel en 48, 49, 50. 50, c'est Adolphe Thiers, nous sommes au mois de mai, il est question de l'extension du suffrage. Il s'adresse aux représentants du peuple assemblés devant lui. Il faut imaginer, c'est 750 personnes. Elles sont pas toutes là, mais pas loin. Et il parle, vous la connaissez peut-être cette expression, de vile multitude, en parlant de ce peuple qui ne mérite pas d'être électeur. Bien. Mais la Deuxième République, c'est presque quotidiennement ce genre de situation-là. C'est le Napoléon le Petit de juillet 1851, dont je parlerai dans 3 minutes. D'accord ? Donc un moment Deuxième République, très paroxystique, auquel succède une première phase du Second Empire, marquée par l'étouffement de l'opposition, beaucoup d'armes mobilisées par Napoléon, d'abord Louis-Napoléon Bonaparte, fauteur de coup d'État, puis Napoléon III, pour faire taire les oppositions. Il y a une dévitalisation du pouvoir législatif, par exemple. Donc on n'entend presque plus rien. Et de toute façon, la presse ne relaie presque plus rien, puisque les débats du corps législatif ne peuvent être rapportés dans les années 1850 qu'au style indirect. C'est-à-dire la chair des débats disparaît, des comptes rendus qui en sont faits. Donc un moment Second Empire, mais qu'il faut, travailler d'un peu près, parce que les dernières années du Second Empire, c'est un retour du débat parlementaire, avec un desserrement de l'étreinte exercée par le pouvoir en place, et puis le droit d'adresse, et puis la possibilité de s'exprimer à la tribune, c'est-à-dire une revitalisation de l'insulte. Des années 1871-1958, qui sont des années de violence verbale. On trouvait des occurrences sans cesse entre 71 et 58. Et puis, et c'est ce que je pensais, un recul depuis. Plus de duels, beaucoup moins de rappels à l'ordre. Les questions au gouvernement, au bout du compte, relativement pâles. Bon, je pense que c'est trop facile à faire comme ça. Ça fait plaisir, c'est satisfaisant, mais c'est trop facile. Lorsque je parle de situation d'insulte, j'en arrive à penser que chaque insulte mérite une étude spécifique. Ensuite, bien entendu, on peut essayer de déterminer des courants, mais l'exercice a vite ses limites. Le Napoléon le Petit de Victor Hugo, vous voyez, j'y reviens, c'est le 17 juillet 1851. Quoi, après Napoléon le Grand, nous aurions Napoléon le Petit ? Et tout de suite, du côté droit de l'Assemblée, mais c'est de l'insulte, cela, à l'ordre, et puis immédiatement relayé dans la presse, et puis, bien entendu, dans un contexte de tension très très fort, parce qu'avant de proférer cette insulte, Hugo en a reçu plein.
Il n'arrivait pas à prononcer son discours. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler de situation. Si vous extrayez Napoléon le Petit, comme ça, et que vous le faites tenir tout seul, il ne tient pas. Il ne tient pas. Et puis Hugo, qui est un grand malin, se rend compte que l'insulte prend. Et à ce moment-là, il la décline de toutes les manières possibles et imaginables. Napoléon le Petit, histoire d'un crime, châtiment, qui devient laid châtiment, et jusqu'à son dernier souffle. Dans Actes et Paroles, il redonne encore des coups, y compris après la mort de l'ex-empereur. Et ça marche tellement bien que un des grands spécialistes de Hugo, qui s'appelle... J'ai 5 minutes. Oui. Un des grands spécialistes de Hugo, qui s'appelle Guy Rosa, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous avez lu ou entendu pendant vos études, explique, à partir de Napoléon le Petit, ceci. L'affaire, c'est-à-dire cette profération, le 17 juillet 51, il était question de révision de la Constitution. Politiquement, c'était essentiel. Louis-Napoléon voulait réviser la Constitution, bien entendu, à son avantage. Selon Guy Rosa, cette affaire-là, je le cite, scelle d'un mot leurs deux destins, y compris post-mortem. Et on s'en rend compte sans aucune difficulté. Peut-être avez-vous le souvenir que Philippe Séguin, il n'y a pas si longtemps que ça, a consacré un livre à Victor Hugo. À Napoléon III, pardon. Ah, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, pas du tout. Je m'emmêle les pinceaux. Non, ben justement, il a consacré un livre à Napoléon III. Et... Réhabilitation de Napoléon III. Et qui dit réhabilitation de Napoléon III veut dire flétrissement de Hugo. Et je cite Philippe Séguin, « S'agrippant au basque de son souffre-douleur, Hugo jappe, aboie, hurle, et il ne le lâchera jamais plus. » Il ne la lâchera jamais plus, c'est un constat d'impuissance. C'est-à-dire que ça reste collé, y compris à la légende de Napoléon III. C'est-à-dire que la légende noire reste agissante aujourd'hui encore. Napoléon le Petit, je pense que ça parle encore à beaucoup d'entre nous. Et d'autant plus que lorsque Nicolas Sarkozy a commencé à prendre de l'ascendant dans la vie politique, il a été assez vite surnommé Sarkozy le Petit, ou le Petit Nicolas, ou Napoléon. Napoléon, qui renvoie déjà au milieu du XIXe siècle. Vous voyez, voilà, là on est dans une sorte d'histoire très ciblée, très localisée de l'insulte, qui nous permet de comprendre ce qu'il en est des effets de changement de contexte, à la fois au Parlement et ailleurs. D'accord ? Ce qui a pu se passer en 2 siècles, même si je me méfie vraiment des jugements hâtifs, du genre édulcoration de l'insulte, c'était beaucoup plus violent avant. Ou bien le symétrique, ou bien c'est de plus en plus brutal. Ça, je m'en méfie. J'en suis pas sûr. Olivier Beau pense, par exemple, que c'est de plus en plus brutal. Dans son livre dont je vous parlais tout à l'heure, si je retrouve la référence, c'est à ma page 1. Voilà. La montée de la violence des propos qui accompagnent le débat politique est inquiétante. C'est ce qu'il propose à la fin de son étude sur les offenses au président de la République. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Je pense effectivement qu'il y a des évolutions. Je vous livre quelques-unes des pistes sur lesquelles, non pas moi personnellement, mais collectivement, nous avons essayé de songer. Cette pacification du champ politique, il faut quand même s'en emparer pour comprendre jusqu'à quel point elle peut être facteur explicatif. Effectivement, un certain nombre d'indices pourraient le laisser penser. Le XIXe siècle est un siècle de duel, à l'épée, au pistolet, et puis ça pouvait finir très très mal. On a parlé tout à l'heure de Déroulède Clémenceau. Déroulède s'attaque à Clémenceau, ça se règle sur le pré, et Clémenceau est très très malheureux de ne pas avoir tué Déroulède. Ça, c'est plus du tout d'actualité. Le dernier duel, vous le savez peut-être, c'est en 1967. C'est entre Gaston Defferre et René Ribière. Et la presse le qualifie de duel d'opérette. Elle est rigolote, l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais elle est rigolote. Ribière se fait traiter d'abruti. Il se trouve que c'est dommage pour Ribière, mais Defferre est un très bon bretteur, donc il choisit l'épée. Je ne sais plus lequel... Enfin, en tout cas, Ribière se fait piéger,
Et puis Defferre va le piquer 3 fois de suite. Alors il lui fait pas trop mal parce que Ribière est censé se marier le lendemain. Donc il le laisse quand même en vie, il pense qu'il y a quand même un avenir dans son mariage. Donc, mais le dernier moment où on est dans une dynamique ou une atmosphère proche de la question du duel, me semble-t-il, c'est un des derniers chapitres que j'ai étudié lorsque j'ai travaillé sur les noms d'oiseaux. C'est un gros conflit, mais qui a disparu complètement de la mémoire collective, entre Villepin et Hollande, où Dominique de Villepin traite Hollande de lâche. Alors Hollande s'offusque, bien entendu, des socialistes aussi, mais ça débouche sur rien. Sauf que Villepin, lui, on a l'impression qu'il sort tout armé du 19e siècle dans cette affaire-là. Il aimerait bien que ça finisse un peu comme au grand temps de la Chambre sous la monarchie de Juillet. Il y a peut-être aussi une raréfaction des sujets qui fâchent. Il faudrait y réfléchir ensemble, mais même ça, j'en suis pas sûr. Peut-être plus pertinent ou plus stimulant, un changement de la place de l'individu dans l'antagonisme politique ou dans le combat politique. Par exemple, on a l'impression qu'il y a une raréfaction, au Parlement en tout cas, de ce qu'on appelle les outsiders. Ceux qui, par exemple, en 1848, arrivent alors qu'ils n'ont pas de culture politique, ou pas la culture parlementaire qui est partagée par les autres. C'est valable aussi à certains moments de la Troisième République. Et c'est valable lorsque de gros bataillons de députés communistes arrivent, après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et là, les outsiders, ils sont super percutants. La professionnalisation du travail parlementaire, en cours, c'est un mouvement de longue durée, a probablement émoussé cela. Ça ne veut pas dire que la violence des insultes est moindre. Ça veut dire que ça se passe autrement. Ça se passe autrement. Sous la monarchie de Juillet ou la Restauration, encore 2 minutes 3, c'est exactement ce qu'il me fallait. Il y avait des orateurs rompus aux techniques qui pouvaient être extrêmement brutaux. C'est incroyable comme ils pouvaient être brutaux, mais c'était soft dans la formulation. D'accord ? Mais c'était complètement codé, c'est-à-dire que la moitié, les 2/3, les 3/4 des Français n'y comprenaient rien. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus direct. Est-ce que c'est plus violent ou moins violent ? J'en sais rien. Bon. Est-ce que, et c'est le dernier point sur lequel j'attire votre attention, mais vous n'avez pas besoin de moi pour ça, est-ce qu'il faut voir aussi dans la transformation du statut des insultes au Parlement une réduction de la place du Parlement dans la vie politique française ? Le Parlement, les assemblées, c'était la caisse de résonance au XIXe et jusqu'à loin dans le XXe siècle. Là, pour des tas de raisons qu'on peut tout à fait comprendre et expliciter, le périmètre d'action de l'Assemblée s'est réduit. Et il se réduit encore, par les temps qui courent. Jean-Marie Le Pen, je finis avec ça, l'a très vite et très bien compris, et je fais simplement écho à ce que disait François Héran il y a un instant. On se rend compte, lorsqu'on observe ses prises de parole, qu'à la fin des années 80, c'est à la radio ou à la télévision qu'il profère ses insultes. Il déserte le Parlement, alors qu'il est député, à la fin des années 80, 86-88. Et c'est sur RTL ou ailleurs qu'il va insulter ses adversaires. Alors qu'entre 58 et 62, là où c'était encore un temps des possibles, c'est à l'Assemblée qu'il insultait. Donc il y a effectivement des inflexions, voire des évolutions profondes en jeu, mais quant au diagnostic ou à l'explication, une fois pour toutes, je nous laisse l'élaborer collectivement. J'avais une conclusion, mais je ne vais pas la faire. D'accord ? Voilà. Elle n'a fait strictement aucun intérêt, donc... Voilà. J'essaierai d'en reparler tout à l'heure. Merci. Bon, pour votre modestie, ou fausse modestie, on ne sait pas trop, tout ça est très... Je suis plus malin que j'en ai l'air. Oui. Dans votre livre, il y a tout un chapitre sur les insultes que Léon Blum a subies de la part de Léon Daudet, de Xavier Vallat. C'est un chapitre très fort de votre livre. Il y a aussi un autre chapitre sur les insultes subies par Simone Veil, au moment de la loi sur l'avortement. Donc je vous incite à lire le livre de Thomas Boucher, parce que là, il y a un lien aussi quand même avec l'immigration qu'on n'a pas vu là dans l'exposé qui est présenté. Mais enfin, une des pires insultes, c'est de traiter quelqu'un d'étranger au génie français, d'étranger à la terre, d'étranger, etc. Mais peut-être qu'on en reparlera lors du petit débat que nous aurons ensemble tous les deux.